Par une froide matinée le long d'une autoroute de Géorgie, un mécanicien noir luttait discrètement pour subvenir aux besoins de sa famille et réaliser le rêve de sa fille d'aller à l'école. Soudain, il aperçut une mère célibataire et son fils bloqués sur le bord de la route. Sans hésiter, il répara leur voiture gratuitement, puis s'éloigna sans un mot. Cela semblait être un simple acte de bonté discrète pine, jusqu'à ce que la mère découvre un réseau caché d'anges silencieux. Ce qui se passa ensuite changea la vie du mécanicien pour toujours. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous regardez. Nous aimerions connaître vos impressions. Le soleil matinal n'avait pas encore percé l'épaisse couverture de gris qui planait sur la Géorgie rurale. Une brume légère flottait au-dessus de l'autoroute, silencieuse hormis le bourdonnement des voitures qui passaient à toute vitesse, trop rapide pour remarquer le pick-up noir stationné sur le bas-côté. À l'intérieur de ce véhicule se tenait Ezekiel Brown, 38 ans, les épaules larges de ses années passées à travailler sous des capots relevés, la peau sombre marquée par le soleil, les mains calleuses posées sur le volant. Ses cheveux courts commençaient à grisonner sur les tempes. Il portait un jean délavé, une chemise de travail avec son nom brodé en cursive et des bottes tachées d'huile et de sueur. Mais ce n'était pas le pick-up ou l'homme à l'intérieur qui rendait cet instant inoubliable. C'était ce qu'il fit ensuite. Ézéchiel venait de livrer une boîte de transmission reconditionnée à la veuve d'un vétéran, à 1 heure à l'est. Il aurait dû rentrer chez lui, auprès de sa femme Lana et de leur fille Naomi, 6 ans, avec un espace entre les dents et le rêve de devenir enseignante. Mais un ralentissement dans la voie de gauche attira son attention. Les gens zigzaguaient, certains ralentissant juste assez pour jeter un coup d'œil avant de repartir à toute allure. C'est alors qu'il la vit. Une SUV blanche était garée de travers sur le bas-côté, de la vapeur s'échappant du capot comme de la fumée d'un feu mourant. À côté, une femme, blanche, la trentaine, en pantalon de bureau et pull trop léger pour la fraîcheur matinale, agitait frénétiquement les bras. À ses côtés, un jeune garçon, peut-être 9 ou 10 ans, s'accrochait à son manteau, les yeux écarquillés, le visage pâle. Ézéchiel tapa 2 fois sur le volant, exhala et se gara derrière la SUV. Le froid mordait à travers ses manches, le gravier crissait sous ses bottes. La femme se tourna rapidement en l'entendant. Sa voix tremblait. « S'il vous plaît, avez-vous un téléphone? Le mien est à plat et personne ne s'arrête. » Ézéchiel balaya la SUV du regard. Un modèle ancien, pneus avant à moitié dégonflés, moteur probablement en surchauffe. Il regarda l'enfant. Cheveux blonds, trop maigre pour ce temps, serrant un ours en peluche d'un bras. « Mon téléphone est dans le camion, » dit Ézéchiel calmement. « Mais je pense pouvoir vous aider mieux que ça. Ça vous dérange si je jette un œil? » La femme hésita. Elle regarda sa peau, ses bottes, la boîte à outils dans sa main. Puis, comme si elle se reprenait, elle hocha rapidement la tête. « S'il vous plaît, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a juste commencé à fumer. » Ézéchiel hocha la tête, sans chichi, sans sourire, juste concentré. Il ouvrit le capot et entra dans le silence familier des machines cassées, un silence qu'il connaissait depuis ses 15 ans, lorsqu'il avait tenu une clé à molette pour la première fois pour gagner de l'argent pour l'essence. Le moteur sifflait. Il examina la conduite de liquide de refroidissement, passa la main le long du radiateur. La bride de serrage s'était desserrée. Une réparation facile. Il se tourna vers elle. « Il faudra de l'eau pour le refroidir. Vous avez une bouteille? » La femme fouilla dans son sac, en sortit une bouteille de Dasani à moitié bue. Il la prit, versa l'eau soigneusement dans le réservoir. La vapeur s'éleva, mais moins qu'avant. « Ça ira une fois que ça aura refroidi. Gardez le chauffage allumé quand vous conduisez. Ça détourne la chaleur du moteur. » Elle cligna des yeux. « Vous aider comme ça, sans rien demander? »
Ézéchiel jeta un coup d'œil au garçon, qui le regardait maintenant avec un mélange d'admiration et de confusion. Puis il regarda la femme et haussa les épaules. « Parfois, » dit-il d'une voix basse et posée, « Dieu envoie un inconnu sur votre chemin, juste pour vous rappeler que le monde n'est pas si mauvais. » Il tourna les talons pour partir, mais la voix du garçon l'arrêta. « Monsieur? » L'enfant s'avança. « Comment vous appelez-vous? » Ézéchiel esquissa un léger sourire. « Ézéchiel. » Le garçon sourit. « Merci, monsieur Ézéchiel. » Il hocha la tête, inclina légèrement la tête, puis retourna à son pick-up, s'installa au volant et s'éloigna, laissant un nuage de poussière derrière lui. Derrière lui, la femme resta figée, son fils serrant fort sa main. Claire Hastings était assise à son bureau, les yeux fixés sur le curseur clignotant d'un document vierge. La salle de rédaction autour d'elle bourdonnait du chaos habituel du lundi. Téléphone sonnant, rédacteur criant d'un bureau à l'autre, une odeur de café brûlé flottant dans l'air. Mais ses pensées étaient restées bloquées sur le bord de cette autoroute, sur l'homme qui avait réparé sa voiture sans rien demander en retour. Elle l'avait remercié, oui, elle avait même voulu lui proposer de l'argent, mais les mots s'étaient coincés dans sa gorge. Quelque chose dans la manière calme dont il l'avait regardé, puis avait regardé son fils, l'avait apaisé d'une façon qu'aucune interview ou conférence de presse n'avait jamais pu. Logan n'avait pas arrêté de parler de lui toute la matinée. « Monsieur Ézéchiel a dit que Dieu envoie des gens. Tu crois que c'est vrai, maman? » Claire n'avait pas répondu sur le moment, mais maintenant, de retour dans le monde du cynisme et des délais, elle ressentait une étrange attirance. Elle ouvrit un onglet et tapa « Ézéchiel Géorgie mécanicien », rien de précis. Elle ajouta « bénévole » à la recherche. Quelques messages sur des forums communautaires locaux apparurent. Quelqu'un nommé Ézéchiel B. avait réparé un bus scolaire un matin glacial de janvier, sans frais. Une autre publication montrait une photo floue d'un homme debout à côté de la Buick d'une vieille dame, sa main posée doucement sur son bras. La légende disait « Il n'a pas voulu d'argent, il a dit que c'était juste la bonne chose à faire. » Claire se pencha en avant. Ses instincts de journaliste s'aiguisèrent comme une lame. Ce n'était pas un acte de bonté isolé, c'était un schéma. Elle creusa plus loin, suivit une piste numérique à travers des forums communautaires et des groupes de vide-greniers, tous anonymes ou attribués à quelqu'un simplement appelé Zek. Chaque message racontait la même histoire. Quelqu'un de bloqué, de désespéré, et cet homme qui apparaissait discrètement et repartait tout aussi vite. Pas de nom d'entreprise, pas de réseaux sociaux, pas de numéro de téléphone, juste des histoires. Elle ouvrit son carnet, tourna une page vierge et écrivit « Zeke » en haut. Puis « Autoroute, dimanche, SUV blanche, moi ». Elle fixa les mots. Elle ne savait pas pourquoi cela comptait autant, mais c'était le cas. Elle avait couvert des élections, des scandales de corruption, des erreurs de gestion hospitalière, mais ceci semblait personnel, trop humain pour être ignoré. Elle prit son téléphone, appela un contact de son bureau des reportages. « Rich, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi. Cherche des registres publics, locaux ou à l'échelle de l'État, sur un homme nommé Ezekiel Brown, peut-être dans ou près du comté de Dobbins, peut-être mécanicien, peut-être même sans licence. » La voix à l'autre bout grogna. « C'est assez vague. »« Alors précise, » rétorqua Claire, plus doucement qu'elle ne l'avait prévu. « Cherche dans les activités communautaires, peut-être les églises, les mentions dans les bulletins locaux. » Elle raccrocha avant qu'ils ne puissent discuter davantage. 1 heure passa, puis 2. Claire toucha à peine son café. Puis Rich rappela. « Tu ne vas pas le croire.
Ce type n'a pas d'entreprise enregistrée, mais il y a un bulletin d'église d'il y a 2 ans qui mentionne un frère Ezekiel Brown qui dirige quelque chose appelé Mains de grâce. Pas de site web, pas d'adresse, juste un nom au milieu d'une note de remerciement d'un vétéran à la retraite qui disait que ce groupe avait réparé son camion quand l'administration des anciens combattants ne pouvait pas. Le cœur de Claire s'accéléra. Mains de grâce? Ouais, rien d'enregistré sous ce nom dans l'État. On dirait qu'ils n'existent pas officiellement. Ce soir-là, Claire traversa une partie de la ville qu'elle n'avait pas visitée depuis des années. Le comté de Dobbins n'était pas dangereux, mais il n'était pas non plus reluisant. Des trottoirs fissurés, des lampadaires vacillants, des dîners aux horaires écrits à la main collés aux vitrines. Elle suivit des indications vagues d'un commentateur anonyme qui affirmait que les « gars du camion » se réunissaient derrière un entrepôt désaffecté près des voies ferrées le jeudi, mais on était lundi. Elle se gara quand même, moteur éteint, les mains crispées sur le volant. Puis une paire de phares apparut dans son rétroviseur. Une camionnette bleu foncé se gara à côté d'elle. Le conducteur en sortit, larges épaules, bottes lourdes, la même démarche. C'était lui, Ézéchiel. Il portait une petite boîte en carton, une trousse à outils et l'expression impassible qu'elle se souvenait. Claire baissa lentement sa vitre. « Ézéchiel » appela-t-elle, nerveuse malgré elle. Il se tourna. Pendant un moment, il ne parla pas, puis il hocha la tête. « Je ne m'attendais pas à vous revoir. » Claire sortit de sa voiture. Le vent s'était levé. « Je vous cherchais. Je voulais vous remercier correctement, et je pense qu'il y a une histoire ici, sur ce que vous faites, les gens que vous aidez. » Ézéchiel posa la boîte par terre à côté de la camionnette. « Pas d'histoire, juste faire ce qui doit être fait. » « C'est exactement pourquoi c'est une histoire, » dit-elle. « Les gens doivent savoir que des choses positives se passent encore, que des gens comme vous existent encore. » Il baissa les yeux un instant, puis la regarda à nouveau. « Vous écrivez des articles pour le journal. » « Oui, » répondit-elle, incertaine si elle devait ajouter quelque chose. « Et j'aimerais écrire le vôtre et celui de tous ceux qui font partie de Mains de grâce. » Le nom le fit légèrement tressaillir, mais il ne la corrigea pas. Il resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. « Venez ici jeudi, 8 heures, ne portez pas de talons. » Il ramassa sa boîte et entra dans le bâtiment, laissant la porte entr'ouverte derrière lui. Claire resta immobile, le cœur battant. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils disent oui, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce n'était que le début. Et quoi qu'elle soit sur le point de découvrir, cela compterait plus que tout ce qu'elle avait écrit auparavant. Le jeudi arriva avec la première pluie de la saison, légère mais constante, rendant les routes glissantes et réfléchissantes sous les lampadaires. Claire gara sa voiture à 2 pâtés de maison de l'entrepôt. Elle avait suivi les instructions d'Ézéchiel. Pas de talons, pas de carnet visible, juste un petit enregistreur glissé dans sa veste et des bottes usées. Elle vérifia sa montre. 19h57. L'entrepôt semblait abandonné de l'extérieur. Des murs de briques noircis par le temps, des graffitis délavés sur le quai de chargement. Mais une lumière brillait à travers une fenêtre à moitié couverte, pâle et vacillante comme un battement de cœur sous une chemise fine. Elle s'avança, le cœur battant plus fort à chaque pas, et frappa une fois à la porte latérale. Elle s'ouvrit en grinçant. Un garçon, peut-être 17 ans, se tenait là. Blanc, grand, des taches de rousseur sur les joues. Il lui lança un regard prudent, mais s'écarta sans un mot. À l'intérieur, l'odeur frappa d'abord. Huile de moteur, copeaux de métal, poussière et une touche de quelque chose de chaud, comme du café bon marché. Les néons bourdonnaient au-dessus de tables pliantes remplies de clés, de tuyaux, de bougies d'allumage. Dans un coin, quelqu'un remuait une casserole sur un réchaud de camping. Elle compta 7 hommes de différents horizons,
l'un portant une veste militaire usée, un autre avec une longue barbe blanche, un autre en tenue d'hôpital, comme s'il venait de terminer son service. Et au centre, penché sur le moteur exposé d'une voiture posée sur un chariot roulant, se trouvait Ézéchiel. Il leva les yeux en la voyant, essuya ses mains sur un chiffon et s'approcha. « Je ne pensais pas que vous viendriez, » dit-il. Claire esquissa un léger sourire. « Vous avez dit 8 heures. Je suis là. » Il hocha la tête, puis regarda derrière elle. « Messieurs, voici Claire. Elle est écrivain. Je lui ai dit qu'elle pouvait regarder, à condition de garder ses questions pour plus tard. » L'homme à la veste militaire haussa un sourcil. « Une journaliste? » Ézéchiel leva une main. « Elle n'est pas là pour causer des ennuis. » Claire garda les mains visibles, la voix calme. « Je ne suis pas là pour un article à sensation. Je veux juste comprendre, raconter les choses correctement. » Les autres retournèrent à leur travail, pas tout à fait convaincus, mais pas hostiles non plus. L'un d'eux désigna un tabouret près du mur. « Vous pouvez vous asseoir là, mais ne trébuchez pas sur les câbles. » Elle s'assit, observant tout. Pendant l'heure suivante, elle ne parla pas, se contentant d'écouter et de regarder. Le groupe travaillait par paires, réparant des alternateurs, rembobinant des fils, triant des pièces usagées dans des bacs marqués « récupérables » et « ferraille ». Ils bougeaient comme des gens qui avaient fait cela 100 fois sans avoir besoin de beaucoup parler. Il y avait un rythme, implicite mais réel. À un moment, le jeune garçon de l'entrée sortit une boîte de dons. Elle était cabossée, les autocollants se décollaient, et à l'intérieur se trouvait un sac en plastique rempli de billets, de petites coupures, quelques pièces. Il s'approcha d'Ézéchiel et lui murmura quelque chose. Ézéchiel prit le sac, compta rapidement l'argent et hocha la tête. « De l'essence pour les pick-ups ce week-end, et cette courroie pour la camionnette de Madame Davis. On étirera le reste. » Claire ne put se taire. « C'est tout de l'argent de don? » Ézéchiel se tourna, croisa son regard. « En partie. Le reste vient de nous. On met ce qu'on peut. » « Vous payez les pièces de votre poche? » La plupart du temps, les gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler. L'administration des anciens combattants ne couvre pas les pannes de transmission. Les mères célibataires ne réparent pas les biellettes avec des prières. L'homme en tenue d'hôpital intervint, la voix basse et fatiguée. « Main de grâce n'est pas une œuvre de charité. On comble juste les failles du système. » Ça, petit. Claire se pencha en avant. Mais pourquoi rester invisible? Pourquoi ne pas s'organiser? Chercher des financements? Se faire connaître? Le vétéran rit sans sourire. Vous avez déjà vu à quelle vitesse une chose se corrompt quand les costumes s'en mêlent? Une autre voix ajouta. On aide les gens sans paperasse, sans question. Si on prend de l'argent de l'État, on devra commencer à poser des questions. Ce n'est pas qui nous sommes. Ézéchiel s'approcha, la voix ferme. On n'est pas là pour les gros titres. On est là pour que des gens comme Mademoiselle Ivy ne perdent pas leur emploi parce que le bus est en panne. Pour que des enfants comme Logan ne restent pas coincés sur le bord de l'autoroute à se demander si le monde les a oubliés. Le nom de son fils fit hésiter Claire. Elle baissa les yeux sur ses mains. L'entrepôt sembla soudain plus chaud, plus petit, plus réel. Ézéchiel vit le changement. « Vous voulez toujours écrire là-dessus? » Claire croisa son regard. « Oui, mais seulement si je le fais bien, seulement si ça aide. » Il hocha lentement la tête. « Alors venez avec nous samedi. On a 5 arrêts. Vous verrez ce qu'on fait, pas juste ici, mais là dehors. Ensuite, vous écrirez. » La tension s'apaisa. Le vieil homme lui versa une tasse de café léger. Le jeune garçon sourit pour la première fois.
Alors que la pluie continuait dehors, l'entrepôt bourdonnait de bruits d'outils et de conversations. Claire sortit son enregistreur et le mit en marche, le laissant tourner dans sa poche. Pas seulement pour capter le son, mais pour se souvenir du silence qui pesait tout autant. Elle n'avait pas juste trouvé une histoire, elle était entrée dans un monde que personne n'avait pris la peine de voir. Le samedi matin arriva, froid et clair, le genre de froid sudiste qui se glissait sous l'école et s'installait dans les eaux. Claire se tenait dans le parking de gravier derrière l'entrepôt à 7 heures précises, son souffle visible dans l'air frais. Une caravane de 4 véhicules attendait en arrière-plan. 2 vieux camions, une camionnette abîmée et le pick-up noir d'Ézéchiel de l'autoroute. Il sortit du siège conducteur, thermos à la main, et lui fit un signe de tête. « Vous avez des gants? » Elle en montra une paire. « Et des bottes. »« Bien, » dit-il. « On ne se contente pas de regarder le samedi. » « Das Anisabudse. » Les autres arrivèrent en silence. Le garçon de jeudi, Micah, elle l'avait appris, grimpa à l'arrière de la camionnette avec une caisse de plaquettes de frein. Le vétéran, qui s'appelait Wilson, portait 2 bidons d'essence. Ézéchiel tendit à Claire un porte-bloc plié. « Adresse, notes sur les voitures, premier arrêt dans 15 minutes. » Ils roulèrent en silence, hormis une station de gospel qui jouait doucement dans le pick-up d'Ézéchiel. Claire était assise à côté de lui, feuilletant les documents. Les noms se mélangeaient. Angela, mère célibataire de 3 enfants. Monsieur Torres, vétéran en situation de handicap. Darlene, récemment expulsée. Tous avec des voitures en panne, sans argent et nulle part où aller. Le premier arrêt était une maison à un étage avec une peinture écaillée et une balançoire rouillée dans la cour. Angela sortit en tenant un tout petit, le visage marqué mais gentil. Elle salua Ézéchiel avec une embrassade, puis devint timide en voyant Claire. « Vous venez de la ville? »« En quelque sorte, » dit Claire. « Juste ici pour apprendre. » Angela hocha la tête et recula pendant que le groupe se mettait au travail. Sa camionnette avait besoin d'une nouvelle courroie et d'un pneu réparé. Ézéchiel et Wilson travaillaient en rythme, sans mots, juste des gestes. Micah souleva le côté avec un cric pendant que Claire tenait la lampe de poche. Angela se rapprocha, murmurant « J'ai essayé d'économiser pour les réparations, vraiment, mais le loyer a augmenté, et la garderie... » Elle s'arrêta, les yeux humides. « J'aurais perdu mon emploi lundi, mais Ézéchiel m'a dit de ne pas m'inquiéter. » Claire hocha lentement la tête. Il semble dire ça souvent. Le deuxième arrêt fut plus difficile. Monsieur Torres, un ancien marine aux articulations raides et au caractère têtu, refusa l'aide jusqu'à ce que Wilson lui montre que les pièces étaient déjà payées. « Pas de charité, » marmonna-t-il, prenant Claire à part. « J'ai gagné mes galons. Je suis juste tombé. » « Cet homme? » Il désigna Ézéchiel. « Il ne vous traite pas comme si vous étiez brisé. Il vous traite comme si vous comptiez encore. » Au 4e arrêt, Claire ne se contentait plus d'observer. Elle passait des outils, tenait des lampes, distribuait des bouteilles d'eau à la vieille dame qui insistait pour leur préparer des sandwichs au Bologne pendant qu'ils travaillaient. Ézéchiel ne disait pas grand-chose, mais de temps en temps, il lui faisait un signe de tête, comme pour reconnaître ses efforts en silence. Ils terminèrent le dernier arrêt au crépuscule, sous un ciel rose et doré. Le dernier travail avait pris plus de 2 heures, remplaçant un radiateur dans une allée étroite, pendant que des enfants regardaient par les fenêtres, riant des joues tachées d'huile de Claire. De retour à l'entrepôt, Claire s'appuya contre le mur, épuisée. Ses doigts lui faisaient mal, son dos était raide, mais elle se sentait propre, honnête, comme si toutes les heures passées à écrire des exposés politiques et des éditoriaux creux l'avaient préparée pour ceci. Ézéchiel lui tendit une bouteille d'eau et s'assit à côté d'elle sur une marche basse. Pendant un long moment, ils ne dirent rien. Puis Claire se tourna vers lui. « Vous auriez pu demander de l'aide il y a longtemps.
faire une demande de subvention, créer une association. Ézéchiel secoua la tête. Alors, ça devient une affaire de paperasse, de réunion, de salaire. On n'est pas là pour construire une marque. On est là pour que Mademoiselle Angela puisse aller travailler et que M. Torres ne rate pas son rendez-vous médical. Elle le regarda attentivement. Mais il y a plus de gens comme eux, et pas assez de vous. La voix d'Ézéchiel s'adoucit. Je sais. C'est pourquoi je vous ai laissé venir. Claire cligna des yeux. Vous voulez que l'histoire soit racontée. Je veux que la vérité soit racontée, dit-il. Que les gens se soucient encore, qu'on n'a pas à attendre qu'un système nous sauve. Elle baissa les yeux sur ses mains. Tachée d'huile, légèrement tremblante de fatigue. Puis le regarda à nouveau. Je vais l'écrire. Mais je n'appellerai pas ça de la charité. Je l'appellerai ce que c'est, de la dignité. Ézéchiel hocha la tête une fois. C'est tout ce qu'on a toujours voulu. L'entrepôt s'apaisa tandis que les autres rangeaient. Claire sortit pour prendre l'air. Le ciel était presque noir. Les lampadaires s'allumaient un à un. Elle sortit son téléphone, ouvrit un nouveau document et commença à taper. Pas avec le détachement froid d'un reporter, mais avec la voix de quelqu'un qui avait vu les mains, l'effort, le choix de se soucier quand personne ne regardait. Elle tapa. Ils ne portent pas d'uniforme. Ils ne demandent pas de remerciements. Mais quelque part entre le bitume fissuré et les moteurs usés, ces hommes construisent de quelque chose de bien plus fort que des machines. Ils construisent la confiance. Et pour la première fois depuis longtemps, elle croyait en ses propres mots. Claire appuya sur « Publier » juste avant minuit. Elle ne s'attendait pas à grand-chose. C'était un article discret, sans scandale, sans indignation, juste une histoire humaine à combustion lente que la plupart des lecteurs sauteraient pour se précipiter sur la politique et le crime. Mais elle l'avait écrit quand même. Vrai, honnête, dans tous ses détails. Les mains fermes d'Ézéchiel, la gentillesse bourrue de Wilson, la détermination silencieuse de Micah. Elle intitula l'article « Mince de grâce, les mécaniciens de la dignité ». Puis elle alla se coucher. Au matin, son téléphone vibrait sur la table de nuit. Les emails s'empilaient comme des briques dans sa boîte de réception. Des SMS de collègues, de rédacteurs, même d'inconnus. L'histoire avait été reprise par un groupe national de vétérans, puis un blog parental. Un animateur de radio célèbre en lut un passage à l'antenne, s'étouffant d'émotion en citant la phrase d'Ézéchiel. « On comble les failles du système. » À midi, Claire se tenait devant le bureau de sa rédactrice en chef, tenant son ordinateur portable comme s'il risquait d'exploser. Sa patronne, une femme au caractère dur qui souriait rarement, leva les yeux avec des yeux rougis. « Tu as écrit quelque chose qui compte, » dit-elle doucement. « Prépare-toi au déluge. » Et il arriva. Les dons affluèrent. Des mécaniciens d'autres États contactèrent Claire, demandant comment créer leur propre chapitre de main de grâce. Un fournisseur de pièces automobiles proposa des rabais à vie. Un groupe juridique à but non lucratif offrit de gérer l'enregistrement et la paperasse gratuitement. Quelqu'un d'un Fonds national pour l'éducation envoya un email directement à Claire pour demander les coordonnées de la fille d'Ézéchiel. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle se rendit d'abord à l'entrepôt. Le groupe s'était réuni à nouveau, cette fois sans capots ouverts ni clés à la main. Ils se tenaient autour d'une table encombrée d'enveloppes, de colis et d'impressions d'articles de presse. Ézéchiel semblait ne pas avoir dormi. Claire entra incertaine jusqu'à ce que Wilson rompe le silence. « Tu es allé raconter ça au monde entier. » La voix de Claire s'étrangla. « J'ai essayé de le raconter correctement. » Micah brandit une lettre. Une femme de Chicago a écrit que son mari a pleuré en lisant ça. Il était mécanicien aussi. Il a perdu son emploi.
Elle a dit que ça lui a redonné espoir. Ézéchiel n'avait pas bougé. Il fixait une lettre, les doigts tremblants. Claire reconnut le sceau. C'était du bureau du gouverneur. « Ils vont vouloir nous donner une médaille, » murmura-t-il. « Nous inviter à la capitale. Dire qu'on est un exemple de leadership communautaire. » Wilson ricana, mais sans sa mordacité habituelle. Il était temps. Ézéchiel leva les yeux vers Claire, plus lourds qu'elle ne les avait jamais vus. « Ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. »« Je sais, » dit-elle doucement, « mais maintenant, vous pouvez faire plus. » Il secoua la tête. « Je ne veux pas de caméra dans les cours des gens. Je ne veux pas que les journalistes transforment l'histoire de Mademoiselle Darlene en un segment de pitié. »« Vous n'êtes pas obligé, » dit Claire doucement. « Vous devez juste accepter l'aide qu'on vous offre. Pour Naomi, pour la prochaine famille coincée sur le bord de la route. » Il resta silencieux longtemps, puis exhala. « On va continuer le travail, de la même manière, peut-être juste avec de meilleurs outils. » Ce week-end-là, l'histoire fit les gros titres nationaux. La photo d'Ézéchiel penché sur la camionnette d'Angela, de la graisse sur le front, une petite fille jetant un coup d'œil derrière le rideau, devint l'image de l'espoir dans les émissions matinales et les podcasts. Les écoles locales l'invitèrent à parler. Des donateurs anonymes couvrirent les 2 prochaines années de frais de scolarité de Naomi. Un fonds de bourse fut créé au nom de Main de grâce. Claire observa tout cela de loin, sans jamais se mettre au centre. Elle avait écrit des centaines d'histoires dans sa vie, dénoncé la corruption, questionné le pouvoir, mais aucune n'avait laissé une trace comme celle-ci. 2 semaines plus tard, elle retourna sur l'autoroute où tout avait commencé. La même courbe, le même tronçon de route. Elle se gara sur le bas-côté et sortit. Le vent était plus fort, plus froid. Elle pensa à combien il avait été facile de passer ce jour-là, combien d'autres l'avaient fait et comment un homme avait choisi de s'arrêter. La voix de Logan résonna dans sa mémoire. « Tu crois que c'est vrai, maman? » « Oui, » pensa-t-elle maintenant, « c'est vrai. » Ce n'était jamais une question de gros titres ou de dons. C'était un homme agenouillé à côté d'un moteur cassé, parce qu'il croyait que personne ne méritait d'être laissé pour compte. Claire sortit son téléphone, ouvrit l'article une dernière fois et lut le dernier paragraphe à voix haute dans le vent. La vérité, c'est que la grâce n'arrive pas toujours en robe de cœur ou en discours poli. Parfois, elle se présente en bottes tachées d'huile et avec une clé empruntée, avec une promesse silencieuse. « Je vous vois, je ne vous abandonnerai pas. » Elle ferma les yeux. Le monde était bruyant, divisé, dur. Mais ici, sur ce tronçon de bitume fissuré, un rugissement silencieux résonnait encore et quelqu'un y avait répondu. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.